Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 19 avril, voici les titres de ce journal. 13 000 personnes vaccinées rien que la semaine dernière. La campagne bat son plein au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, transformé en vaccinodrome depuis la mi-janvier. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu sur place pour faire le point avec les élus locaux. Nous vous en parlions la semaine dernière, 5 grands groupes ont lancé la Software République pour développer ensemble la mobilité du futur. Cet écosystème va s'installer dans le bâtiment Odyssée du Technocentre Renault de Guyancourt et il reposera sur l'Open Innovation. Explication. Et alors que la deuxième semaine des vacances de Pâques commence, retour sur cette animation du week-end à Trappes. La ville organisait une chasse aux œufs géante pour les enfants. C'était samedi au parc du village. Mais avant de développer ces titres, cette annonce du président de la République dans le cadre de son déplacement ce lundi à Montpellier, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur la durée du quinquennat. Pour les Yvelines, après arbitrage avec le ministère de l'Intérieur, on apprend qu'il s'agira de 128 postes de policiers créés rien que sur l'année 2021. Dans le détail, 11 pour la circonscription de sécurité publique de Versailles, 18 pour celle de Conflans, 23 pour celle d'Élancourt, 21 pour celle de Mantes, 39 pour celle de Saint-Germain. Ces 128 postes, il faut ajouter également les 16 qui ont été déjà annoncés du côté de Sartrouville lors du déplacement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au début du mois d'avril. Comme chaque début de semaine, les chiffres du Covid-19 dans les Yvelines, deux tendances avec d'un côté les données de contamination qui sont sur un plateau et qui restent hautes. Le taux d'incidence, nombre de contaminés pour 100 000 habitants a reculé, moins 32 en une semaine. Légère hausse en revanche pour le taux de positivité au test. À l'hôpital, les chiffres continuent d'augmenter. 671 patients étaient hospitalisés hier sur le sol yvelinois, soit 41 de plus qu'il y a une semaine. 125 personnes étaient en réanimation. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1614 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux du département. La réponse face à l'épidémie, c'est bien sûr la vaccination, même si la menace du variant brésilien se fait de plus en plus présente. Parmi les 16 centres de vaccination dans les Yvelines, le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui tourne à plein régime en ce mois d'avril est déjà 45 000 personnes qui ont reçu une injection. Vendredi dernier, le président du Sénat, Gérard Larcher, est venu faire le point avec les élus locaux. Le reportage de Bichente Mayen Santisteban. Vraiment, je crois qu'on peut applaudir cet engagement de tous. La vaccination bat son plein au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 2000 vaccins y sont administrés chaque jour en moyenne. Vendredi 16 avril, le président du Sénat, Gérard Larcher, est venu témoigner de cette forte activité aux côtés des élus locaux. C'est comme une start-up qui aura été créée en quelques mois et je veux dire c'est une réussite pour l'instant. Il y a un moral des troupes très fort. Les gens qui sont dans l'équipe ont un sentiment d'appartenance très fort, de sauver des gens. En 3 mois, le vaccinodrome a injecté plus de 45 000 vaccins, Pfizer ou Moderna. Il faut maintenant que nous, les parlementaires, qui contrôlons l'État, qui votons les lois, nous ressentions bien les attentes. Attentes en termes, bien sûr, de doses vaccinales. Et puis ici, la volonté un peu particulière d'assurer une étude épidémiologique. Cette étude vise à surveiller l'immunité des vaccinés. La protection des vaccins varie entre 6 mois et 1 an selon les personnes. Objectif, mieux appréhender les délais d'immunité. Ce projet sur 100 000 personnes dans un territoire, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Nous connaissons d'autres propositions, mais celle-ci, elle est particulièrement importante par l'étendue de cette étude. Le Vélodrome rentrera bientôt dans une nouvelle phase. Les quelques 400 personnels déployés pour assurer ce rythme risquent encore d'augmenter. Après le 1er mai, en tout cas, on va rentrer dans une meilleure livraison de vaccins et là, on va pouvoir effectivement monter si, bien entendu, le ministère de la Santé nous le demande. Un rythme en augmentation constante qui pourrait aller jusqu'à 10 000 injections par jour. Dans l'actualité également, la direction interrégionale des douanes d'Île-de-France qui dévoile ses derniers chiffres. En 2020, le nombre de saisies de contrefaçon a augmenté considérablement, près de 460 500 articles, soit une hausse de 18,8%. Parmi les articles les plus saisis l'an passé dans la région, c'était à prévoir avec la crise sanitaire. Les masques chirurgicaux arrivent en première position avec plus de 220 000 saisies, suivi des écouteurs Bluetooth et des chargeurs de téléphone portable, 68 551 saisies. Et enfin, les chaussures avec environ 42 900 paires. Au total, ces saisies représentent plus de 91 millions d'euros au prix de l'authentique et un manque à gagner de plusieurs millions d'euros pour l'économie souterraine.
La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, s'est rendue à Sartrouville en fin de semaine dernière. Au programme de sa visite est l'inauguration de la maison France Service. Elle a été ouverte en mai 2020 pour aider aux démarches administratives et elle vient d'être labellisée par l'État. Et les explications dans ce sujet de Justine Brasier, la voix d'Astrid Bergère. Elles sont 5 dans les Yvelines et la maison France Service de Sartrouville est la 1300e du pays. Son but, accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives pour pallier les difficultés d'accès aux droits. Les citoyens peuvent avoir des réponses à des questions de la vie quotidienne, d'accompagnement pour refaire une carte d'identité, pour demander des APL, pour poser une question de droit. L'équipe de Sartrouville accueille 250 personnes par mois. Elles viennent vérifier leurs démarches ou encore connaître leurs droits. Objectif de l'établissement, concentrer en un seul lieu plusieurs services publics. Ici, il existe une dizaine d'institutions. C'est un lieu où les personnes peuvent venir et résoudre leurs problématiques, que ce soit aussi bien Pôle emploi que la CAF, que la CNAV, donc la retraite. Donc c'est vraiment, on va dire, une institution qui regroupe des institutions publiques. Les maisons France Service se situent dans des zones très rurales ou semi-rurales ou encore dans des quartiers politiques prioritaires de la ville comme c'est le cas ici à Sartrouville. Le besoin est encore plus accru parce que les citoyens, les administrés sont très éloignés des services publics et donc ils ont besoin qu'on vienne vers eux, qu'on les aide, qu'on les accompagne. On sait qu'il y a des vrais problèmes d'accès aux droits aujourd'hui, d'accès aux droits sociaux, d'accès à la justice. Une campagne de communication a été lancée pour faire connaître ces services de proximité. Objectif, compter 2000 maisons France Service dans le pays d'ici la fin de l'année. Michel Lebouc, confirmé dans ses fonctions de maire de Magnanville, le Conseil d'État vient de valider la dernière élection municipale dans la ville, scrutin que le tribunal administratif de Versailles avait pourtant annulé en septembre. Au cœur de cette première décision, la diffusion d'une vidéo qui aurait compromis la sincérité de l'élection, remportée par Michel Lebouc avec 35 voix d'avance sur la liste de Nicolas Laroche. Finalement, ce jugement a été infirmé par le Conseil d'État, qui écarte également les autres éléments du recours déposé par le conseiller municipal Dylan Guelton. Renault, Atos, Dassault Systèmes, ST Microelectronics et Thales ont officialisé le 9 avril dernier le lancement de la Software République. C'est un programme qui vise à développer les futurs services et solutions autour de la mobilité de demain. Une mobilité qui se veut écologique et connectée. Pour en parler, Nicolas Dandry de la rédaction TV78. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'open innovation. Alors on entend souvent parler de ce terme, notamment dans vos émissions, Nicolas Dandry du Sky Echo. Mais concrètement, qu'est-ce que l'open innovation ? L'open innovation, c'est l'innovation ouverte. Bon, jusqu'à maintenant, je ne vous apprends rien, Grégory, c'est la traduction en français. Pour être plus clair, c'est une stratégie pour une entreprise dans laquelle elle va engager et ouvrir ses moyens pour innover. Au cœur de cette pratique, il y a l'intelligence humaine et l'échange de connaissances. Prenons un exemple, une société entre dans une démarche d'open innovation quand elle crée des collaborations avec ses clients, ses fournisseurs, d'autres entreprises. Ça peut être aussi des laboratoires de recherche, des startups ou des collectivités locales. L'objectif, c'est de concevoir des innovations en partageant les expertises de chacun. Et quels sont les différents modèles d'open innovation ? En général, on retrouve les démarches d'open innovation dans les grands groupes, par exemple en accueillant des entrepreneurs qui vont présenter leur technologie aux salariés du groupe. Si un intérêt commun naît, l'entrepreneur peut être accueilli dans les locaux pour développer son activité. Elle va être soutenue par le grand groupe, en fait. Il existe aussi des concours d'innovation où des startups peuvent être sélectionnées, mais il peut aussi y avoir de l'open innovation en interne entre les salariés d'une même entreprise. Est-ce que vous avez des exemples d'open innovation à nous donner pour que ce soit plus concret ? Il y a beaucoup d'exemples d'open innovation sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, par exemple à Airbus Defence and Space à Elancourt, avec un espace dédié à cela pour accueillir des dirigeants de start-up qui viennent présenter les technologies. Vous avez le projet, vous en avez beaucoup parlé dans le journal, le projet autour de Persévérance, le rover actuellement présent sur Mars. C'est aussi une démarche d'open innovation de grande ampleur au niveau international avec des entreprises, des laboratoires de recherche et des infrastructures gouvernementales comme la NASA. Enfin, vous avez parlé de la Software République avec les 5 grands groupes mentionnés qui souhaitent rassembler des entreprises, des startups, des universités et des collectivités locales autour d'elle pour développer des innovations dans le secteur de la mobilité. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Et maintenant que l'on vous a donné toutes les clés pour comprendre ce sujet, je vous propose de regarder cette interview. Nicolas, vous avez rencontré le responsable de la Software République pour le groupe Renault. Regardez. La Software République, c'est l'histoire d'une collaboration entre 5 grands industriels français, le groupe Renault, Atos, Dassault Systèmes, ST Microelectronics et Thales. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec François Dossat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la Software République pour le groupe Renault. Quel est l'objectif de ce programme
industriels? Alors, vous le savez, puisqu'on en a déjà pas mal parlé, l'idée, c'est de créer un écosystème qui va travailler sur les logiciels. Pourquoi travailler sur les logiciels? Parce que les logiciels, finalement, c'est la valeur future du véhicule de demain et de la mobilité de demain. Donc il va y avoir énormément d'avancées dans ces logiciels. Alors, on aurait pu le faire tout seul, on a préféré s'associer à des champions comme tous ceux que vous avez cités, plus nous, pour le faire ensemble, parce qu'on pense qu'on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort si on le fait ensemble. Le QG de la Software République sera dans le bâtiment Odyssée, le nouveau bâtiment du Technocentre Renault de Guyancourt. Ce sera sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, pourquoi ce choix? Exactement. Alors on sera ici parce qu'on est, vous savez, au début du plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay, c'est un plateau d'intelligence, d'expertise, de grandes entreprises, de centres de recherche, des meilleures universités françaises. Et donc, on aura cette proximité. On a aussi sur le plateau de Saclay beaucoup de start-up qui sont déjà actives dans les domaines qui nous intéressent, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et donc on pense qu'on va pouvoir catalyser autour de nous, autour de ce bâtiment que vous avez mentionné, qui est un bâtiment tout neuf, magnifique, tout en bois et verre, très collaboratif. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu cet endroit sur le plateau de Saclay. Nous, c'est comme ça qu'on l'exprime. 5 industriels fondateurs, vous parlez des startups, il y a aussi les centres de recherche qui peuvent être concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une démarche d'open innovation. C'est comme ça que vous l'imaginez, l'open innovation, pour développer la mobilité de demain? Absolument. En fait, nous on parle d'écosystème. C'est un écosystème et un écosystème ouvert, large. Donc effectivement, vous avez bien vu, il y a les 5 groupes que vous avez nommés, mais on ne sera pas que les 5, il y en aura d'autres qui vont venir. Des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des petites entreprises, bien sûr des startups, ça c'est très très important, les centres de recherche, de façon à ce qu'on ait toute la chaîne bout en bout des logiciels. Et vous savez que c'est un monde qui est très évolutif, où les choses vont très très vite, et donc pour nous notamment, avoir ces startups qui ont une capacité de créer en permanence des choses très disruptives, très novatrices, pour nous c'est très important. Vous avez cité chacun vos domaines d'activité, il y a l'intelligence artificielle, il y a la big data. Ouais. Il y a les composants électroniques, il y a la mobilité, l'automobile avec le groupe Renault, et puis il y a la cybersécurité. Comment on agglomère toutes ces activités pour proposer justement des offres, des solutions pour la mobilité de demain? Alors on le fait, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il faut que chacun apporte sa contribution. Alors d'abord, dans un premier temps, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas d'overlap entre les uns et les autres. Chacun, effectivement, apporte sa brique. Et comment on le fait? En fait, on le fait en partant de cas d'application très concrets. Et on dit, voilà, sur ce cas-là, est-ce qu'on est tous d'accord qu'il y a un intérêt? Oui. Alors, qu'est-ce que chacun peut apporter? Moi, je peux apporter cette brique technologique. Moi, j'apporte ça. Et on bâtit comme ça ensemble une offre où on arrive à faire finalement une offre complète qu'aucun de nous tout seul n'arriverait à faire. C'est ça qui est finalement la force de cet écosystème et où, vous l'aurez compris, en fait, c'est pas qu'on additionne, c'est plutôt qu'on multiplie. Donc il y a un effet vraiment des multiplicateurs qui est très fort. Quand vous parlez d'usage, ça peut être quoi par exemple pour illustrer? Alors, on a annoncé déjà un certain nombre, deux projets. Un projet qui est le projet de Plug and Charge, où on pourra charger sur des bornes n'importe quelle voiture électrique, alors qu'aujourd'hui, vous savez que chacun a son système, les systèmes ne sont pas compatibles, etc. Donc une facilité beaucoup plus grande pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est faire que des softwares, des logiciels se parlent les uns aux autres, etc., pour faciliter la vie des consommateurs. Et l'autre qui, alors, là, vous allez le comprendre, encore plus important, je dirais, c'est s'adresse aux collectivités. Les aider à faire des simulations de flux, parce que vous savez qu'on vit encore dans beaucoup d'embouteillages, beaucoup d'accidents, beaucoup de vies sont encore malheureusement perdues tous les ans. Et donc là, la Software République va proposer aux collectivités, aux villes, qu'elles soient grandes ou petites, des solutions pour gérer leurs flux d'une façon très différente et qui va faciliter là aussi la vie des citoyens et des consommateurs. Deux dernières questions. Comment chacun va y trouver son compte à la fois entre les 5 industriels, mais aussi les startups, parce qu'on sait parfois que les entrepreneurs peuvent être frileux à collaborer avec des grands groupes de peur d'être absorbés, de perdre un peu l'essence même de leur société. Alors, les startups, ça va être très clair. On ne va pas proposer de les racheter. Parce que là, vous avez raison. Si on rachète une startup, la chance
elles ne se retrouvent pas dans des grands groupes et très très grandes. Donc l'idée est plutôt de les aider en investissant dans ces startups, mais de façon minoritaire, de façon à respecter leur identité, leur façon de travailler, mais en leur donnant quand même la chance de pouvoir travailler avec nous et notamment d'avoir accès à des volumes beaucoup plus importants. Et donc ça, on pense que c'est un peu le win-win, le gagnant-gagnant, tant pour la start-up que pour nous. Donc plutôt investissement minoritaire et après travail en commun pour ensemble aussi constituer cet écosystème. Et ma dernière question, en lien un peu avec ce que vous dites, un investissement, mettre à disposition peut-être des locaux, comment ça va se mettre en place concrètement à partir du mois de septembre? Parce que le bâtiment Odyssée sera inauguré au mois de septembre. Comment ça va se mettre en place? Quelle forme ça va prendre? Avec peut-être des incubateurs, je ne sais pas. Ce bâtiment, ce sera une espèce de lab très intéressant dans lequel on sera tous les membres fondateurs dont on a parlé déjà depuis le début, mais également d'autres. Les startups, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. On va faire des hackathons. Les startups qui vont gagner ces hackathons, on va les loger. On va leur dire, voilà, pendant 1 an, vous êtes gratuitement ici avec nous pour travailler avec nous. Plus profondément, on voudrait effectivement avoir un incubateur de startups et un accélérateur. Donc, prendre des startups qui matchent avec ce qu'on veut faire pour les incuber, ensuite les accélérer, les passer à l'échelle. Et si elles gagnent, on gagne. À nouveau, toujours dans cette relation gagnant-gagnant. L'idée de ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer un espèce de lab où, comme le dit mon patron, en fait c'est à la machine à café qu'on discute et qu'on va échanger et qu'on va se comprendre et qu'on va créer. Et donc c'est ça le bâtiment Odyssée, c'est un peu toute cette idée de ce laboratoire un peu nouveau qui travaillera cet écosystème. Merci François Dossat. C'est moi qui vous remercie. Responsable de la Software République pour le groupe Renault. Direction Saint-Germain-en-Laye à présent pour vous parler d'une invention d'un ingénieur yvelinois, une table basse qui se transforme en un bureau mais surtout en une station informatique pratique pour le télétravail. Présentation avec Éléonore Sinoquet. Une table basse qui se transforme en moins de 30 secondes en bureau, c'est l'invention d'Omar Sek, ingénieur polyvalent et habitant de Saint-Germain-en-Laye. Et cette table n'est pas seulement un meuble. La table se déplie totalement et se transforme en station informatique totalement complète, où il n'y a plus qu'à plugger son ordinateur à la table et travailler. Idéal pour le télétravail, notamment avec le développement de cette pratique pendant la crise sanitaire, la table n'avait pourtant pas cet objectif à la base. Ce qui est marrant, c'est que ça n'a rien à voir avec le Covid ou la crise sanitaire. C'était en 2011-2012, un été où j'avais envie de jouer aux jeux vidéo depuis mon canapé. Il n'y a pas de solution pour jouer depuis son canapé. Et donc je me suis amusé cet été-là à bricoler un premier prototype de table qui se range facilement le soir. 1, puis 2, puis 3 prototypes plus tard, Omar Sek crée la Jobstable. La table s'adapte donc à la taille de la personne, utilisable sur un canapé ou avec une chaise de bureau classique. Elle est aussi à la pointe de la technologie. Enceinte, rangement pour disque dur ou encore écran 27 pouces, mais pas que. La table intègre de base une vitre, alors c'est assez spécifique, ça n'existe pas ailleurs, une vitre tactile. C'est-à-dire que le plateau vitré de la table intègre déjà un clavier tactile et un trackpad tactile qui fait que dans l'utilisation la plus simple de la table, vous n'avez même pas à sortir un clavier et une souris, c'est même déjà ça aussi intégré dans la table. Aujourd'hui, son objectif est bien sûr de trouver des clients pour vendre sa table, un produit autour des 3 000 €. Omar Sek devrait aussi participer au concours Lépine prochainement. L'édition 2020 avait été annulée, mais sa table est toujours en lice pour 2021, si la crise sanitaire le permet. C'était ce week-end, les obsèques du prince Philippe se sont déroulées samedi dernier au château de Windsor. Le duc d'Édimbourg est décédé, pour rappel, le 9 avril dernier à 99 ans. Et ces clichés des archives nationales nous rappellent que l'époux de la reine Elisabeth II était venu chasser à Rambouillet. C'était le 18 octobre 1952, à l'invitation du président de la République, Vincent Auriol. On y voit le prince Philippe fusil en main ou, comme sur ce cliché, le lendemain, lors d'une visite à la bergerie nationale à la découverte des moutons de Mérinos. À Trappes, la ville a organisé une chasse aux œufs ce week-end. Les enfants avaient rendez-vous au parc Le Village, au programme ramassage des œufs et aussi des questions de culture générale. Chacun est reparti ensuite avec ses chocolats. Et Justine Brasier a pu suivre les recherches. La voix sur ce reportage de Mélanie Poquet. C'est une chasse aux œufs géante qui a pris possession du parc municipal Le Village samedi 17 avril à Trappes. De quoi occuper les enfants en cette période de vacances scolaires. On permet aux enfants de profiter de ce joli parc qui est immense, que peu de trappistes connaissent d'ailleurs, qu'ils puissent en profiter en plein air,
en respectant les gestes barrières et les distances de sécurité, parce qu'on est en période Covid, il faut évidemment être très attentif à ces aspects. Et les services municipaux se sont mobilisés dans différents services jeunesse, sport, centres socioculturels. Les enfants devaient ramasser dans le parc des œufs de couleur. Objectif, reconstituer un panier de 6. Des petites balles qui sont de la même couleur. D'accord ? Il faudra les mettre dans la boîte. Dessus, en fait, on a mis une petite étiquette de couleur qui correspond en fait aux 6 couleurs qu'ils doivent récupérer. Donc en fait, ensuite, ils font le parcours dans le parc municipal qui est séparé en 6 zones de couleurs. Vous ramassez un œuf de couleur, vous le mettez dans la boîte. Il faut que vous ayez rempli la boîte avec les 6 couleurs différentes. C'est bien. Il te manque laquelle Il manque que la verte. Pour les plus grands, des questions de culture générale ont été disposées sur le parcours avec à la clé un tirage au sort. Lorsqu'un volcan se déchaîne, on dit qu'il entre en éruption. Je devais lire des questions, je devais les mettre sur un questionnaire, les bonnes. Une fois sa mission accomplie, chaque enfant échange sa boîte d'œufs en plastique contre un sachet de chocolat. C'est quoi ? Demain t'es à la maison ou C'est des chocolats. T'as eu des chocolats ? T'as eu des chocolats ? Oui. Parce que tu as bien travaillé ? J'ai dû trouver les œufs. Plus de 1000 enfants ont profité de la chasse aux œufs de trappe ce week-end. Nous refermons ce journal à Orgeval où l'équipe de casting de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu recherche des figurants. Il s'agit du 3e volet du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Chantal Lobby et Christian Clavier, réalisé par Philippe de Chauvron. Le tournage aura lieu à partir du 17 mai prochain pour une durée d'1 à 3 journées. Les figurants recherchés doivent avoir entre 8 et 80 ans, être véhiculés et habiter le secteur. Des profils avec une expérience professionnelle dans la restauration sont également recherchés. Chaque journée sera rémunérée à 105 € brut. Pour postuler, rendez-vous sur le site qui s'affiche www.castprod.com. Sortie du film prévue pour le 13 octobre 2021. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Belle soirée avec TV78.